Le carbone, c'est un sujet à la mode. Malheureusement, il est assez mal compris et assez vite résumé à le carbone, c'est à peu près tout pareil. Et on le compte en tonnes par hectare et on stocke du carbone, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa qualité. Or, on le voit bien, il y a des très grandes différences entre les formes de carbone. Alors, je mets juste mon petit chrono, comme ça je ne dépasse pas les 10 minutes. Donc moi, je suis Thibaut Desplanches, je suis directeur de Celesta Lab. Celesta Lab, c'est un laboratoire qui a été fondé en 1996 par mon associé, Xavier Salducci. Donc ça fait presque 30 ans, mine de rien, qu'on mesure les différentes formes de carbone dans le sol, ce qui nous donne une antériorité, une légitimité sur le sujet qui est assez bonne, vu qu'on approche les 100 000 échantillons dans notre base de données. Donc on a une assez bonne visibilité de quel est l'état des sols en France, du point de vue des différentes formes de carbone, mais aussi à l'étranger. On ne parle pas que des sols viticoles, on parle de l'intégralité des sols, on travaille dans tous les systèmes de culture. La première chose que j'aime bien rappeler lorsqu'on parle de carbone, c'est que il y a une très grande diversité des formes de carbone. Pour autant, on provient tous du même endroit. Donc vous êtes constitué de carbone, vous êtes des matières organiques. Le carbone dont vous êtes constitué, il a un jour été fixé par une plante. Donc il y a une origine unique et universelle à toutes les matières organiques du sol. Ce graphique, il est issu de Belin SVT 6e, donc normalement il est au niveau de compréhension d'à peu près tout le monde. Et ici on a en l'occurrence une feuille de vigne, mais ça pourrait être une feuille d'à peu près n'importe quoi, en système terrestre. La photosynthèse est essentiellement réalisée par les végétaux. Donc il y a quelques algues, quelques micro-organismes photosynthétiques, ainsi qu'ils réalisent en milieu plutôt aquatique. En milieu terrestre, en tout cas, à peu près l'intégralité du carbone commence par une feuille et finit sous une des trois formes qui est ici présentée sur ce graphique. Alors les trois grandes formes que l'on va trouver ici, c'est du carbone vivant, donc qui peut être sous forme de champignons, sous forme de bactéries, d'amibes, de protozoaires. C'est du carbone sous forme de CO2, c'est la forme minérale du carbone. C'est ce que vous êtes tous en train de faire, hein. Je sais que c'est le moment où on digère, donc vous êtes en train de faire de la minéralisation. La minéralisation, c'est un terme qui est assez mal compris. On associe souvent bactéries et minéralisation à très mauvais titre, parce qu'en fait, minéralisation, ça veut tout simplement dire qu'on est en vie. On transforme de la matière organique qui contient de l'énergie en CO2. Donc minéralisation, ça veut dire vivre, et les bactéries minéralisent pas plus que les champignons, pas plus que les amibes, pas plus que vous. Tout ce qui est vivant minéralise. Donc il n'y a pas de vie sans émission de carbone. C'est pour ça que le stockage à tout prix est un peu un paradoxe dans lequel on va limiter la vie. Pour plus stocker, c'est très simple, pour maximiser le stockage de carbone dans les sols, on pourrait tuer la vie du sol. Et on stockerait l'intégralité de ce qui est restitué. Donc on est dans un espèce de paradoxe sur le carbone dans lequel on souhaite à tout prix stimuler la vie du sol parce qu'il paraît que c'est bien, et à la fois stocker le maximum de carbone parce qu'il paraît que c'est bien aussi. En l'occurrence, il y a les chiffres qui commencent à s'amonceler du côté du stockage du carbone parce que c'est les premiers qui arrivent à le financer. Pour le moment, il n'y a pas de financement sur la biologie du sol. J'étais justement en train de discuter avec la SAFER hier. J'ai toujours été surpris que la valorisation finalement des terroirs et des terres viticoles, mais comme des terres agricoles, globalement, prennent très peu en compte la qualité intrinsèque des sols, c'est-à-dire leur niveau de matière organique, leur niveau d'activité biologique, leur capacité justement à faire pousser des plantes. C'est plutôt l'endroit où ils sont situés, la proximité avec je ne sais pas quelle route ou quelle AOC. Alors qu'en fait, on se rend compte que redresser un sol sur sa partie organique et biologique, ça peut prendre quelques années, voire quelques dizaines d'années. Voilà, pour moi, ça fait partie des critères de valorisation qui seraient importants de prendre en compte pour avoir un diagnostic assez pertinent. Pardon. Et troisième forme de carbone, alors c'est celle-là dont on entend le plus parler, c'est la forme humus. Parce qu'évidemment, c'est la forme de carbone qui est la plus stable, c'est celle qui s'accumule dans les sols. Dans les sols classiques, environ 80% du carbone est stocké sous cette forme humus, qu'on appelle nous plutôt matière organique liée, parce qu'elles vont se lier aux argiles. Donc lorsque 80% du carbone est stocké sous cette forme, il ne reste plus que 20% pour le reste. On a fait un parallèle très simple en se disant, voilà, carbone égale humus égale matière organique. Or, ce n'est pas le cas. L'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'exemple de cette salle. Donc vous êtes de la matière organique, vous portez sur vous de la matière organique, le coton, ça en est. Vous avez mangé de la matière organique à midi, vous trouvez des tables en bois, c'est de la matière organique. C'est quand même pas complètement stupide de dire que Eric et moi, on n'a pas le même rôle que cette table. Voilà. Donc avant d'aller chercher la différence entre Eric et moi, qui c'est le plus fort d'entre nous deux, on se met tous les deux, puis on regarde qui c'est qui minéralise le plus, peut-être que c'est bien de commencer par différencier le carbone vivant du carbone mort. Voilà, juste, c'est une petite piste. Donc on va très très vite sur la biodiversité, sur les différentes formes de vie, mais on met un petit peu la charrue avant les bœufs, parce qu'avant de s'intéresser aux différentes formes de vie, il faut voir, est-ce que le sol a la capacité d'abriter toute cette vie? Est-ce que le sol a la capacité de nourrir toute cette vie? C'est un petit peu l'objet de la séparation de ces différentes formes de carbone en différentes fonctions.
Donc c'est ce qu'on fait au labo, nous, depuis quasiment 30 ans, c'est ce que je vous disais. On sépare les grands types de matières organiques en différentes fonctions. Vous avez la fonction nutritive que j'ai représentée en haut à gauche par une assiette. Donc là, on va parler des matières organiques fraîches et transitoires. En gros, c'est des feuilles, des résidus végétaux qui sont découpés de plus en plus petits. Vous avez les matières organiques qui sont très stables, qui forment plutôt l'habitat du sol, qui font le rôle tampon aussi. C'est ce qu'on appelle classiquement les humus. La partie vivante, donc là j'ai regroupé tout le monde dans le même sac, même si évidemment il y a quelques spécificités aux différents organismes vivants. Globalement, ce que l'on attend de la vie du sol dans le sol, c'est qu'elle vive. Donc ça paraît un petit peu trivial dit comme ça, mais c'est l'essentiel de la fonction qu'on attend d'eux. Et puis ensuite, il y a cette vie, elle est présente, mais est-ce qu'elle est active? Donc est-ce que le sol réunit les bonnes conditions à la fois physiques et physico-chimiques pour la bonne expression de cette activité? Ou disons, on est une cinquantaine dans cette salle, on peut être en train de pioncer, en train de m'écouter parler de matière organique, ou on pourrait tous en train de faire du sport. Le niveau d'activité serait un petit peu différent. Donc à même niveau de biomasse microbienne, il y a des niveaux d'activité qui sont différents, et c'est cette sortie-là qui va particulièrement intéresser des agriculteurs, des viticulteurs, parce que de la dégradation des matières organiques dépend la fertilité minérale. L'azote, c'est un déchet du cycle du carbone, par exemple. Il n'y a de l'azote libéré que lorsque le carbone qui est associé est effectivement consommé. L'exemple le plus typique que je peux vous citer maintenant, c'est après avoir entendu une belle conférence comme ça pendant 1 heure et dégusté des bons vins, vous allez aller aux toilettes et libérer l'azote qui était contenu avec les matières organiques que vous avez mangé à midi, dans vos urines. Donc c'est un peu la même chose. Les organismes vivants ne libèrent de l'azote des matières organiques que lorsque les matières sont consommées. Donc si on reprend l'exemple typique des matières organiques très très stables, les humus, ces humus libèrent très peu d'azote, tout simplement parce que c'est une forme de matière organique qui est très très stable. Mais c'est une matière organique qui est très très intéressante pour ceux qui veulent stocker du carbone. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail. Ça modifie un peu les couleurs, donc pour ceux qui ont l'habitude de mes présentations, vous n'allez pas trop y retrouver, mais c'est pas grave. Disons que la matière organique liée, classiquement, elle est plutôt rouge et la méo libre plutôt jaune, c'est pas grave. Je rentre dans le détail, il me reste 4 minutes pour rentrer un petit peu dans ce détail-là, des différents compartiments qu'on va analyser. Alors, premièrement, la séparation entre matière organique libre et matière organique liée. Voici à quoi ça ressemble au microscope. Donc, on voit les matières organiques libres, c'est des résidus végétaux. On reconnaît ici des fibres végétales, ça a encore une tête de petites feuilles. A l'inverse, ce qu'on appelle classiquement les humus ou les matières organiques liées sont des matières organiques extrêmement fines, qui ont les mêmes capacités finalement de flocculation, de liaison que les argiles, parce qu'elles portent beaucoup de charges négatives à leur surface. Et elles sont extrêmement petites. Un synonyme facile à comprendre de MO lié, c'est déjection de micro-organismes. C'est totalement faux sur le plan physiologique, parce que les micro-organismes ne font pas de déjection, mais en gros, c'est à ça que ça ressemble. C'est les résidus de la dégradation, des résidus de la dégradation de ceux qui ont mangé avant. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement fines et extrêmement stables. L'âge moyen de ces matières organiques est très différent. L'âge moyen des matières organiques liées est supérieur à 50 ans. Donc quand on parle séquestration de carbone, on va surtout s'intéresser à des matières organiques dont on est sûr que le pas de temps de stockage est très important. A l'inverse, la matière organique libre, le pas de temps de stockage, il est de l'ordre de 15 ans. Ça veut dire que sur 15 ans, l'intégralité de ce compartiment il est renouvelé. Ça veut aussi dire que lorsqu'on fait un diagnostic de sol, lorsqu'on analyse la matière organique liée, on a une idée de ce qu'ont fait les grands-parents et les grands-parents avant eux, alors que lorsqu'on analyse la matière organique libre, on a une vision un peu plus précise de qu'est-ce qui s'est passé ces 5, 10, 15 dernières années. Ça, c'est la taille. Donc, c'est un fractionnement granulométrique qui se fait par taille. Les grosses matières et les petites. Les grosses étant les plus fraîches et avec le turnover le plus rapide, les petites étant les plus stables. La biomasse microbienne, donc là c'est très simple, on sépare tout simplement ce qui est vivant de ce qui est mort. Donc dans cette salle, on doserait le nombre de convives par rapport aux capacités d'accueil, tout simplement à la taille de la salle et la quantité de nourriture qu'il y a. Donc nous, la méthode qu'on a choisie depuis très longtemps, c'est la méthode par fumigation-extraction au chloroforme. C'est une méthode qui est rapide, facile et peu coûteuse, qui permet de passer un grand nombre d'échantillons par semaine. Cette semaine, on a reçu 400 par exemple. Donc ça permet d'avoir quand même des flux de données assez importants et assez rapides. Et puis, la minéralisation du carbone et de l'azote, c'est une analyse que moi j'aime bien, qui est quand même beaucoup plus longue, mais qui est extrêmement informative sur la capacité des organismes présents à effectivement transformer l'essai, c'est-à-dire à transformer ces matières organiques en matières minérales et à fournir de l'azote. À titre d'exemple, on reçoit des échantillons qui ont les mêmes taux de matière organique, les mêmes niveaux de biomasse microbienne, mais qui ont des niveaux de minéralisation d'azote qui vont de 0 unité à 300 unités, en VITI. Donc il y en a qui sont dans le total excès, et il y en a qui sont en total fin d'azote, sur lesquels on devrait être capable
d'assurer l'intégralité des besoins sous forme de fertilisation, ce qui n'est pas tout le temps permis par certains cahiers des charges. Donc ça aide à avoir vraiment de la finesse sur à quel point on peut apporter ou pas de l'azote. Et puis on va revenir derrière sur des questions de bilan carbone, c'est-à-dire comment on limite le bilan carbone d'une exploitation. Par exemple en limitant sa fertilisation azotée. Alors ça a moins de poids en vitique qu'en grande culture, mais ça a quand même un petit peu de poids. Ça passe par ce genre d'analyse-là. C'est très simple, on met le sol à incuber dans des bocaux comme ça, on le met à 28 degrés, c'est-à-dire qu'on accélère le temps par rapport à un sol qui est actuellement à 5 degrés, on le met à 28, on fait entre x4 et x10 en termes de vitesse. Donc on arrive à anticiper sur qu'est-ce qu'il est possible qu'il se produise sur l'année qui arrive. Et tout ça, ça revient finalement à une différence de mesure entre le capital et le flux. On a à la fois, je termine dans une minute, à la fois des analyses qui vont regarder le passé et à la fois des analyses qui vont mesurer l'avenir probable. Ça nous aide à classer les différents types de matières organiques. Voilà, donc je vous ai mis les différents types de déficits dans les différents types de carbone. Et en face de ces différents types de déficits, on a différents types de pratiques qui permettent de lever ces contraintes. Donc ça, Fanny a un peu introduit le sujet, mais au laboratoire, on travaille depuis très longtemps sur à la fois les sols et les produits organiques. Donc on a une connaissance très très fine de quelles sont les qualités intrinsèques des différentes pratiques et types de produits organiques, que je vous ai classés ici par leur ISMO. Pour ceux à qui ça ne parle pas beaucoup, c'est un indice qui permet de classer de 0 à 100 la stabilité des produits organiques. À droite, on retrouve les produits les plus stables. Ces produits-là, ils sont tout à fait adaptés pour compenser des déficits rapidement dans des matières organiques qui sont très stables. Donc, un compost, ce n'est pas comme des humus, ce n'est pas comme de la matière organique liée, mais on va dire qu'en termes de vitesse de dégradation, ça se comporte à peu près pareil. Si on devait redresser une teneur de MO lié de 1 à 2%, par exemple, ça prendrait plus de 10 ans avec des couverts végétaux. En faisant un apport de compost, ça coûte certes plus cher à l'instant T, mais ça permet de vraiment initier des boucles beaucoup plus rapides. Voilà, je vous passe sur le détail de tous ces produits parce que j'arrive à la fin de ma présentation. Mais très concrètement, tous les produits organiques ne permettent pas de lever chaque compartiment. Les couverts végétaux, la restitution des sarments arriveront à redresser des déficits en hémolier, mais que dans un temps très long. Donc, vous voyez, ici, ils sont plutôt adaptés, c'est ce que disait Fanny, l'enherbement permanent, ils stimulent fortement l'activité biologique, le carbone minéralisable, et puis le compartiment vivant, c'est-à-dire par exemple la biomasse microbienne. À l'échelle d'1 à 2 années, on arrive à relever des compartiments de manière significative.